Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, je vous propose de commencer avec une première grosse affaire et de terminer avec une femme qui a tué 27 personnes. Oui, vous avez très bien entendu, 27 personnes. De toute façon, en ce moment, il n'y a plus rien qui me choque. On tombe sur des affaires tellement improbables de nos jours. Enfin bref, c'est une affaire peu connue avec très peu d'informations, mais vous devez vous en douter, si je vous la propose aujourd'hui, c'est que ça en vaut la peine. Donc mes amis, restez bien jusqu'à la fin pour cette affaire supplémentaire qui concerne une femme pakistanaise qui a commis des atrocités. Sur ce, j'ai pas l'habitude de le demander, mais je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui demandent des likes, des abonnements et des partages en début de vidéo. Moi je vais pas vous mentir, mais ça me casse un peu la tête tout ça. Être là à chaque début de vidéo à demander des likes, des abonnements... Au bout d'un moment, faut arrêter. Arrêtez de prendre vos abonnés pour des enfants, bordel. Et des fois, ça va super loin, je ne déconne pas. Salut les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de partager de mon... Oh, c'est bon, oh, il y en a marre. Oh, wow, calme-toi, mec. Calme-toi. Calme-toi, bordel, la vidéo vient juste de commencer, le mec vient de partager tous ses réseaux, il a à peine commencé qu'il est en train de... Stop, calm down. Je ne rigole pas, il y a vraiment des gens qui sont dans l'abus. Moi, ça me donne juste envie de te mettre un gros coup de batte de baseball et de quitter cette vidéo en fait. Enfin bref, c'était le coup de gueule d'aujourd'hui. Faut arrêter d'abuser au bout d'un moment. Bon, n'oubliez quand même pas de vous abonner et de liker. Le mec qui n'en perd pas une miette. J'en ai marre de moi. Sur ce, concentrons-nous avec notre première affaire. Éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Alors, comment dire ? Cette première affaire que nous allons voir, elle est remplie d'émotions. J'ai envie de vous prévenir quand même, si vous avez des enfants et que vous les aimez du plus profond de votre cœur, cette vidéo va vous toucher. Si vous êtes sensible, accrochez-vous bien parce que moi-même, j'ai été extrêmement touché. Quand il s'agit d'un être innocent, qui n'a strictement rien demandé, qui était là simplement à vivre sa vie, ça fait vraiment de la peine, sérieux. Dans cette vie, parfois, c'est quand on s'y attend le moins qu'il nous arrive des choses horribles. Ça vient comme ça, du jour au lendemain, d'une façon hyper brutale. Et c'est malheureux. On va parler de la petite Jessica Lunsford qui a subi un calvaire que je ne souhaite à personne dans cette vie. Revenons 20 ans en arrière pour enquêter sur cette affaire qui traumatisera les États-Unis. C'est parti. Jessica Lunsford est née le 6 octobre 1995. C'était une excellente élève qui aimait chanter, jouer avec ses peluches, aller à l'église et faire des balades en moto avec son père. Alors qu'elle excellait à l'école, elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait être quand elle serait grande. Peut-être une créatrice de mode ou une chanteuse, a-t-elle dit. Perso, me demandez pas pourquoi, mais je voulais être garde du corps quand j'étais petit. Genre dans ma tête, c'était le boulot de rêve et je ne rigole pas. Me demandez pas ce que je consommais à cet âge-là, j'étais bizarre, c'est tout. Faut pas chercher à comprendre. Bref, alors qu'elle n'avait que 9 ans, elle a été enlevée chez elle à Homosassa en Floride. C'était le 24 février 2005, lorsque son père, Mark Lunsford, a découvert que Jessica avait disparu de sa chambre lorsqu'il est entré pour éteindre son réveil. Il va fouiller la maison pour voir si elle était déjà réveillée, mais elle était introuvable. Rien ne semblait manquer dans sa chambre, à part ses vêtements. Sa chemise de nuit rose et son short blanc avec lesquels elle s'était endormie la nuit précédente avaient disparu. Et en plus de ça, il manquait aussi son jouet préféré, son dauphin en peluche. Ses vêtements d'école étaient soigneusement disposés et prêts pour le jour suivant. Alors que Mark fouillait la maison, il a découvert que la porte d'entrée était déverrouillée. C'est là qu'il a commencé à paniquer, à s'imaginer le pire. Directement, il va signaler sa disparition. 911, what is the address of your emergency? Ma fille a disparu. Où vous l'avez vue pour la dernière fois? Dans son lit. Elle était dans son lit. Jessica a été vue pour la dernière fois la veille à 22 h. Lorsque ses grands-parents paternels l'ont mise au lit chez eux à Homosassa, c'était la dernière fois qu'ils voyaient son visage. Mark et sa fille Jessica partageaient un mobil-home avec ses grands-parents. La veille de sa disparition, Mark s'est rendu chez sa petite amie et était rentré à la maison ce matin-là vers 6 h pour se préparer pour le travail. C'est à ce moment précis qu'il découvre la disparition de sa fille. La maman de Jessica, Angie, s'est séparée de son compagnon Mark lorsque sa fille n'avait que 1 an. Angie a ensuite déménagé dans l'Ohio, où elle s'est finalement remariée et a eu un fils. Mark a déménagé à Homosassa pour être près de ses parents qui étaient en train de vieillir. C'était en quelque sorte pour veiller sur eux, mais aussi pour faire garder Jessica pendant qu'il travaillait en tant que chauffeur de camion. Angie, la maman, voyait Jessica rarement. Quand elle a appris la disparition de sa fille, elle a dit qu'elle n'avait pas vu Jessica depuis 4 ans. Les autorités ont tout d'abord soupçonné les grands-parents de Jessica. Il n'y avait aucune trace d'effraction dans la maison, mais les grands-parents de Jessica répondaient que c'était normal. Ils ne fermaient jamais leur porte à clé. Ces derniers ont accepté de se soumettre à un détecteur de mensonges. Et apparemment, ça aurait été un échec. Voici les questions qu'on leur a posées qui ont échoué. Savez-vous où est Jessica? Savez-vous ce qui lui est arrivé? Répondez, monsieur.
Est-ce que vous vous sentez mal? Si je me sens mal? Oui. Je ne sais pas comment on doit se sentir quand quelqu'un veut vous faire croire que vous avez fait du mal à votre petite fille. On ne sait pas si c'était dû à leur anxiété ou s'ils savaient vraiment quelque chose. Ils ont été soupçonnés, sachant qu'en plus Mark était absent cette nuit-là. Finalement, au cours de l'investigation, ces éléments n'ont pas été retenus contre eux et ils ont été disculpés. À la suite de ça, une alerte nationale sur les enfants disparus a été émise, décrivant Jessica avec des cheveux et des yeux bruns. Malheureusement, une alerte Amber n'a pas pu être lancée. Pour info, une alerte Amber, c'est un système d'alerte d'enlèvement à grande échelle, mis en place aux États-Unis et au Canada lorsqu'un enlèvement d'enfants est signalé. Et comme je l'ai dit, cette alerte n'a pas pu être lancée pour les raisons suivantes. Ça allait obliger les forces de l'ordre à décrire le véhicule qui aurait pu être utilisé lors de l'enlèvement ou à fournir des preuves de danger. Presque immédiatement après la disparition de Jessica, les autorités et les bénévoles ont parcouru la région à sa recherche. Des chiens ont été appelés dans l'espoir qu'ils puissent détecter des odeurs. Le voisin de Jessica, Alvin Harris, a même amené son propre chien, Buford, pour aider aux recherches. Il y avait aussi des bénévoles et des officiers à cheval qui parcouraient de longues distances. Il y avait aussi un hélicoptère de police qui pouvait être entendu bourdonner d'en haut tout au long de la journée. Une équipe de plongée a été constituée pour rechercher tous les plans d'eau à proximité. Là, on peut le dire, tout le monde était déterminé à retrouver cette petite. La tension était palpable. Les gens s'imaginaient le pire, mais personne ne s'arrêtait. Tout le monde était en train d'aider à la retrouver. La recherche s'est d'abord concentrée sur la zone boisée entourant la maison familiale. Mais pour le moment, il n'y avait aucun indice sur l'endroit où Jessica aurait pu aller. Les autorités ont également annoncé qu'elles ne soupçonnaient pas que ses parents ou ses grands-parents étaient responsables. La famille de Jessica a automatiquement supposé que quelque chose de sinistre se passait. Jessica n'était pas le genre de fille qui se levait et partait toute seule, surtout pas au milieu de la nuit. En fait, Jessica avait peur du noir et elle dormait avec une lampe torche la nuit. Le père de la petite était dans un état de choc. « Je veux que ma fille rentre à la maison, s'il vous plaît, je veux qu'elle rentre. S'il y a quelque chose que quelqu'un sait, il y a beaucoup de numéros que vous pouvez appeler. Aidez-moi à retrouver ma fille s'il vous plaît, et ramenez-la à la maison. » Quelque temps plus tard, le 27 février, les enquêteurs ont publié une image de caméra de surveillance. Dessus, on aperçoit un homme avec 2 enfants qui a été capturé en vidéo juste 1 heure après que Jessica ait disparu. La famille a déclaré que la fille avec l'homme ne ressemblait pas du tout à Jessica. Mais la photo a été quand même publiée. L'homme a été convoqué et il a tout de suite été déclaré innocent. Les enquêteurs étaient de retour à la case départ. Et maintenant, ils devaient tout recommencer à zéro. À ce moment-là, on peut s'imaginer que c'était hyper frustrant pour eux. Et j'imagine pas la détresse des parents. Là, on fait face à une course contre la montre. Chaque journée perdue, c'est une chance en moins de la retrouver vivante. Début mars, la recherche à grande échelle de Jessica a pris fin et la police s'est tournée vers des experts en enlèvement des enfants pour obtenir de l'aide. La nouvelle phase de recherche était composée principalement d'une équipe d'experts qui recherchait ces traces dans une zone étroitement contrôlée. Ils se sont concentrés sur la zone qui entourait la maison de Jessica. Et s'ils ont décidé de prendre cette décision, c'est pas pour rien. Il y a une chose très importante qu'il faut savoir et qui allait tout changer. Dans le comté de Citrus, là où vivaient Jessica et sa famille, il se passait des choses plutôt troublantes dans les alentours. Le département de justice de Floride a répertorié 208 délinquants sexuels et prédateurs dans cette région. Il y en a au moins 50 qui ont été détectés ces dernières années près du domicile de Jessica. Je vous cache pas que quand j'ai appris cette information, j'ai été choqué. Tu m'étonnes que tôt ou tard, il allait se produire une catastrophe. Tu vis dans une ville infestée de criminels en tout genre, déjà ça fait super peur. Perso, j'en deviendrai parano. Je serai là à accompagner mes enfants comme à garde du corps, partout où ils vont. Je vous promets, je les lâcherai jamais des yeux. C'est mort. Ce qui me perturbe ici, est-ce que les parents étaient conscients que de grands malades pouvaient rôder dans la ville? Je sais pas, mais quand on parle d'autant de cas de délinquants sexuels, là on parle pas d'un cas isolé, non. On parle de 208 cas répertoriés et 50 près du domicile de Jessica. C'est juste dingue. Quand tu vois ça, quand t'as conscience de ça, tu mets les moyens et tu fais en sorte de mettre les meilleurs dispositifs de sécurité. Plus de patrouilles sur des coins stratégiques. Enfin bref, ça me perturbe. Revenons à l'histoire. Les agents de police vont se précipiter pour interroger tous les délinquants sexuels de la région. Le 15 mars, ils ont révélé que ces contrôles de routine ont mené à une personne d'intérêt. Une personne qui connaissait Jessica. Le shérif du comté de Citrus, Jeff Dowsey, a déclaré que l'homme avait des liens avec la région et qu'il était un délinquant sexuel enregistré. Cette personne a été convoquée par la police, mais il avait quitté la ville 2 semaines auparavant. La police va lui mettre la pression, annonçant que s'il ne revenait pas pour un entretien dans les 48 heures, son identité serait rendue publique. Mais apparemment, il n'en avait strictement rien à faire. Il ne s'est pas présenté pour être interrogé. La police n'arrivait pas à le localiser, donc ils ont décidé de révéler son nom au public. John Evander Couey, 46 ans. Et les jours passent et la sœur de Couey va se présenter au poste de police. Là, elle va signaler la fugue de son frère pour la ville de Géorgie. Ils ont trouvé une copie de son billet de train dans sa chambre. Couey à ce moment-là se trouve dans un refuge pour sans-abri. Une femme travaillant dans ce refuge voit sa photo aux informations et contacte directement les autorités. Et les policiers de Géorgie se présentent au refuge,
Mais pas pour le cas de Jessica, non. Pour violation des droits de liberté conditionnels. Il devait déclarer aux autorités dès qu'il change d'état en tant que délinquant sexuel. Donc eux, à ce moment-là, leur priorité c'était ça, le monde à l'envers. Après, il est questionné à propos de Jessica, mais il dit ne rien savoir, donc il sera relâché. Mais arrêtez-le, bordel! Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas être méchant, mais là c'est clairement abusé. La police faisait n'importe quoi. Mais heureusement, les événements qui vont suivre vont se dérouler en sorte qu'il soit arrêté. John Evander Coué, il est temps pour toi de te faire capturer et arrêter. Banks. Suite à l'appel de la sœur de Coué, les enquêteurs de l'affaire décident de perquisitionner une deuxième fois. Et c'est là que des preuves seront trouvées. Coué a toujours précisé que sa sœur ne savait rien de la présence de Jessica. À la base, je voulais juste les voler. Mais je me suis souvenu que Jessica était là. Comme ça faisait 3 ans qu'on était voisins, je savais où était sa chambre. Et je la voyais souvent à sa fenêtre. Espèce de malade. Qu'est-ce que tu vas regarder une petite fille à sa fenêtre? Qu'est-ce que tu fais, bordel? Bref, ça me répugne. Il vivait à 3 km au nord de la maison de Jessica. Il restait souvent avec sa demi-sœur qui vivait à côté de la maison de la petite fille. Il a été arrêté en Géorgie le 17 mars. Le père de Jessica, Mark Lunsford, a déclaré qu'il ne connaissait pas cet homme et il a dit la phrase suivante. « Ma fille n'aurait jamais suivi un étranger, c'était impossible. » Coué était un criminel de carrière qui avait été arrêté 24 fois en 30 ans. Ses crimes allaient du cambriolage, du port d'armes dissimulé, de conduite en état d'ébriété, exposition à la pudeur, conduite désordonnée, fraude, insuffisance de fonds, et c'était un voleur. Il avait passé du temps en prison et son permis de conduire a été suspendu pendant 99 ans. Mais alors que sa toxicomanie au crack devenait de plus en plus extrême, ses crimes ont dégénéré en agressions sexuelles sur 2 jeunes enfants. Les plus grandes craintes de la famille Lunsford s'affirmaient de plus en plus. Surtout après que l'homme du nom de Coué a avoué avoir enlevé Jessica, qu'il a ensuite violée et assassinée. Après avoir passé un test au détecteur de mensonges, Coué a déclaré les choses suivantes. « Vous n'avez pas besoin de me donner les résultats. Je sais déjà ce qu'ils sont. J'aimerais revoir les enquêteurs. » Lorsque les enquêteurs sont entrés dans la pièce, il s'est excusé directement d'avoir fait perdre leur temps et leur a indiqué où ils pourraient trouver le corps de Jessica. Les enquêteurs se sont précipités sur les lieux où ils ont pu trouver le corps de la petite fille. Elle se trouvait à quelques pâtés de maison de son domicile. À un moment donné, entre 3h30 et 4h30 du matin, le corps de Jessica a été déterré d'une tombe peu profonde. Pendant tout ce temps, elle était à moins de 200 mètres de chez elle. Le père de Jessica, Mark, s'est rendu sur les lieux après le lever du soleil. Tout le monde m'a entendu dire à maintes reprises qu'elle rentrerait à la maison. Et maintenant, la revoilà parmi nous. Après l'arrestation de Coué, 3 personnes vivant dans le mobil-home de sa demi-sœur ont également été accusées d'entrave à la police. Ils ont été reconnus coupables pour ne pas avoir informé les autorités, au moment où Coué leur a dit qu'il avait commis un crime. Ces personnes étaient Dorothy Dixon, 47 ans, qui était la demi-sœur de Coué, Maddie Secor de 27 ans et Matthew Dietrich, 31 ans. La police a annoncé qu'elle ne savait pas que les colocataires savaient qu'il avait enlevé et assassiné Jessica. Le meurtrier a avoué qu'il avait enlevé Jessica vers 3h du matin. Il a dit qu'il est entré dans la maison et après l'avoir réveillée, il a dit « Ne dis rien, chut, ne dis rien ». Le pire dans l'histoire, c'est que les enquêteurs étaient venus dans son mobil-home lors d'une première enquête porte à porte alors que Jessica était encore en vie. Pour une raison quelconque, ils sont venus chez moi, mais ils n'ont pas cherché. Mais moi j'aurais aimé qu'ils le fassent, parce qu'ils l'auraient trouvé. Mais ils ne l'ont pas fait. En plus des agressions sexuelles, Coué a caché Jessica dans un placard. Il l'a torturée mentalement en montrant des reportages sur sa disparition. Quand Coué en a fini avec Jessica, il lui a dit d'entrer dans un sac poubelle et qu'il la ramènerait chez elle. Je suis sorti la nuit, j'ai creusé un trou et je l'ai mise dedans et je l'ai enterrée. Elle était morte, monsieur? Non, elle était encore en vie. Je l'ai enterrée vivante pour qu'elle souffre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, on est clairement dans un film d'horreur. Je vous promets que moi-même, j'ai du mal à y croire. Espèce de monstre. Sérieux, j'ai pas d'autre mot. Il lui a dit qu'elle avait besoin d'être dans le sac poubelle pour que personne ne le voie la déposer à sa maison. Croyant son ravisseur, elle fait ce qu'il dit. Au lieu de ça, Coué l'emmène dans une tombe pré-creusée et l'enterre vivante. Il tentera plus tard de justifier ses actions en disant que Jessica n'a pas riposté. Lorsque Jessica a été déterrée, elle serrait fortement son dauphin en peluche. Elle avait réussi à percer 2 petits trous dans le sac poubelle, mais sa tentative d'évasion va échouer. Là, dans le noir, seule avec le dauphin, elle a été étouffée. C'est ce qu'a déclaré le procureur adjoint Rick Ridgway lors du procès de Coué. Les preuves contre Coué étaient accablantes. En plus de ses aveux, les enquêteurs ont trouvé une tache de sang contenant l'ADN de Jessica. Ils ont également trouvé l'ADN de Coué dans le sperme qui a été mélangé avec la tache de sang. Dans le placard où il gardait Jessica, une boîte à pizza contenant les empreintes de celle-ci a été retrouvée. Ces empreintes ont également été retrouvées dans une table en verre dans la chambre de Coué. Coué a été reconnu coupable et condamné à mort, mais il va mourir de cause naturelle en 2009. Après le meurtre brutal de la petite fille,
Sa famille a fait campagne pour que les États adoptent la loi Jessica. Cette loi condamne à une peine minimale de 25 ans et une peine maximale d'emprisonnement à vie pour les délinquants sexuels d'enfants. Depuis l'adoption de la loi Jessica en Floride, d'autres États ont introduit leur propre forme de cette loi. La loi de Jessie peut arrêter les récidivistes. Ainsi nous pouvons mettre le pire du pire à l'écart, a déclaré Mark. Je vais pas vous mentir, mais ce genre d'affaire, ça me touche énormément. Quand j'ai appris comment elle était morte, enterrée vivante, en train de serrer la peluche, s'accrochant le plus fort possible, elle voulait juste vivre, bordel. Je vous promets que ça m'a donné des frissons. Je suis quelqu'un qui, avec le temps, a du mal à montrer ses émotions. Et bah là, j'ai senti beaucoup de frissons dans le corps. Et ça m'a fait énormément de peine pour cette petite fille. C'était un ange. Dans ma religion, on dit que chaque bébé, chaque enfant, ce sont des malaïkas, des anges, et que personne ne doit leur faire de mal. J'espère du fond du cœur qu'elle repose en paix au paradis. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Espèce de... Franchement, quand ça touche à un enfant, je peux pas m'en empêcher. Je veux rien savoir, on a affaire à une merde complètement détraquée. Il y en a qui pourraient penser dans les commentaires que je suis insolent, vulgaire, mais vous vous rendez compte de la folie de cette histoire? Je vais me calmer parce que je me connais, je risque de l'insulter sans m'arrêter. Si ça met dans cet état, c'est parce que je m'imagine trop à la place du père. Perso, j'aurais été détruit. Comment tu veux remonter la pente après ça, sérieux? Enfin bref, c'était l'histoire de Jessica Lunsford et qu'elle repose en paix. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vous ai gardé un fait divers que j'avais envie de vous faire découvrir. C'est parti pour cette histoire bonus qui nous vient tout droit d'Afghanistan, avec une femme complètement dérangée. Banks. 11 ans en arrière, une femme du nom de Shirin Gul, d'origine pakistanaise, a été condamnée à 20 ans de prison. Et bah si elle a reçu cette sentence, et bah croyez-moi, c'est pas pour rien. Le tribunal de Kaboul en Afghanistan prendra ses décisions sans le moindre doute, et elle sera emprisonnée à Pol El-Shalke. Tout le monde après ses crimes la surnommait la tueuse au kebab. En 2004, la mère de famille âgée de 39 ans est alors accusée avec son amant et son fils d'avoir assassiné 27 hommes en 4 ans. Malgré les faits, Shirin Gul lors de son procès va nier. Elle va se mettre à pleurer, se plaignant qu'on profite d'une malade. En gros, elle faisait sa miskina en essayant de pleurer et se mettre le tribunal dans sa poche. Mais si seulement elle n'avait pas été maladroite. Lors de son arrestation, elle avait reconnu les meurtres avant de se rétracter. Et c'est ce que va raconter un policier. Elle sélectionnait ses victimes, les emmenait chez elle avant de les empoisonner pour les éventrer. C'est à la découverte d'un corps nu d'un homme d'affaires, Haji Mohammed Anwar, qui a permis de remonter la piste conduisant à Shirin Gul. Les brigades criminelles de Kaboul et de Jalalabad travaillaient ensemble sur les mystérieuses disparitions d'une dizaine de chauffeurs de taxi. Un jour, ils vont se rendre compte que l'homme d'affaires va être invité chez Shirin Gul et Ramatullah, son amant. Il devait parler de la vente d'une propriété. Manque de chance pour les meurtriers. L'homme avait pris précaution de prévenir son oncle au téléphone peu avant son rendez-vous. Quand les policiers ont été mis au courant de la disparition de cet homme, ils se sont directement dirigés chez eux. Ils vont les interroger, leur poser pas mal de questions, s'ils avaient des alibis, etc. Puis ils étaient là à leur demander de l'aide, les considérant comme des témoins susceptibles d'avoir vu quelque chose. Le couple habite dans un quartier aisé de la capitale afghane et a plutôt bonne réputation. Nous avons été très bien accueillis. Shirin Gul avait des airs de grande dame. C'est ce qu'a déclaré le responsable de la direction de la sécurité nationale. Alors qu'ils sont sur le point de repartir après 1 heure de discussion, l'un des enquêteurs intrigué par le jardin paraît jeter un coup d'œil. Là, il tombe sur des habits déchirés. Bilan des fouilles dans un premier temps, 6 corps exhumés. Les jours suivants, 18 cadavres sont découverts, dont celui de Mohammed Azam, le premier mari de Shirin Gul, 60 ans, retrouvé sous le parquet de la cuisine. 2 autres corps seront déterrés sur des propriétés adjacentes. Les victimes ont tous été étranglées, une corde au cou. Seules 5 d'entre elles ont pu être identifiées. Shirin Gul les invitait chez elle, dans l'optique d'avoir des rapports sexuels. Leur offrait du thé et des kebabs contenant des sédatifs. Les premiers meurtres remonteraient à 2001. Shirin Gul avait pour complice son fils Samiullah, 18 ans. Son amant Ramatullah, ainsi que 4 autres malfrats, avaient pour charge de revendre les voitures des victimes à la frontière pakistanaise. La meurtrière, elle, aimait dépenser le butin récolté en achetant des bijoux et des chaussures en or. 22 paires seront ainsi retrouvées. Le directeur de la prison Pol El-Shalke considère que Shirin Gul est une manipulatrice. Elle est très forte. Malgré ce qu'elle affirme, c'est bien elle le chef de cette petite bande organisée. Shirin Gul, pour se défendre, va sortir tout un tas d'arguments lors de son procès. Elle disait qu'elle était orpheline depuis l'âge de 2 ans. Et que ses nouveaux parents l'avaient mariée à un dirigeant communiste alors qu'il n'avait que 11 ans. Elle a décrit son amant comme l'homme le plus effrayant qu'elle ait jamais rencontré. Et elle a affirmé qu'elle n'avait pas réalisé que Ramatullah était lié au crime organisé. Elle l'a accusé de pédophilie et a avancé qu'elle vivait dans la peur à ses côtés. À la fin du procès, son amant a écopé de 17 ans de prison ferme. Depuis, Shirin Gul a eu une fille en détention, qui a maintenant 11 ans et qui vit toujours avec elle à la prison de Pol El-Shalke.
Ainsi se termine ce fait divers complètement dingue sur cette femme manipulatrice, cette tueuse en série pakistanaise qui vivait en Afghanistan. J'aimerais avoir vos avis concernant ce fait divers. Je trouvais ça assez intéressant de vous le partager, car des faits divers sur des pays comme l'Afghanistan, on n'en parle pas beaucoup en France. Sur le YouTube français, on va parler plus de l'Angleterre, de la France, des États-Unis principalement. Donc je trouve ça super cool de parler d'endroits dont on n'a pas l'habitude de voir. Enfin bref, accrochez-vous pour la suite de l'aventure parce qu'il y aura plein d'histoires bonus inédites. Bref, j'attends vos avis sur ce fait divers et principalement sur l'affaire Jessica Lunsford. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite. C'était Mogota.